Et nous allons maintenant passer au point suivant. Il s'agit des discriminations à l'égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée. Madame Vonner, vous avez maintenant la parole pour présenter votre rapport. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'être aujourd'hui avec vous pour vous présenter ce rapport de la plus grande importance. Merci, et mesdames et messieurs les parlementaires, chacun de nous a dans notre entourage immédiat un parent, une amie, un proche ou une collègue dont la vie a été bouleversée par la maladie chronique ou de longue durée. Il s'agit des insuffisances cardiaques graves comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la mucoviscidose, la maladie de Crohn évolutive ou encore la sclérose en plaques. Toutes les 15 secondes, une femme se fait dépister un cancer du sein quelque part dans le monde. Quelques 60 millions de personnes subissent le diabète en Europe et selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 9,6% des femmes et 10,3% des hommes âgés de 25 ans et plus en souffrent. Ces maladies abîment la qualité de vie. Une femme sur 10 souffre d'endométriose. 80% des femmes atteintes de cette maladie ressentent des limitations dans leurs tâches quotidiennes et 40% ont des troubles de la fertilité. Ces maladies nécessitent parfois des traitements à vie. Si certaines sont guéries, leurs effets peuvent continuer à peser sur les individus. Et je pense entre autres à la Covid-19, dont les conséquences sont aujourd'hui encore peu connues. Je pense aussi aux personnes qui ont survécu au cancer. En lien avec ma profession, avant de devenir parlementaire, je suis psychiatre, j'ai ajouté ici dans ce rapport les maladies psychiatriques. Et 6% des adultes ont présenté récemment des symptômes dépressifs dans l'Union européenne. Ces maladies sont très sérieuses. Elles sont les principales causes de mortalité prématurée. Elles altèrent la vie d'au moins un tiers de la population européenne. Elles sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Elles sont effrayantes quand elles touchent les enfants. Nos populations vieillissent et le nombre de maladies chroniques augmente. Elles s'additionnent et aggravent la morbidité. À cause du vieillissement de la population, mais aussi sous les effets conjugués de la pauvreté, de la pollution, du réchauffement climatique et maintenant, partout dans le monde, de la Covid-19. En raison de leurs effets directs et indirects, ces maladies nuisent à la pleine et égale jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. La définition de l'OMS de la santé doit être nos compas, nos repères. La bonne santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Il ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. À mon sens, toutes ces maladies entrent dans le champ de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, la CDPH. Par conséquent, elles impliquent forcément des obligations de la part de l'État, de tous les États, mais aussi des employeurs du secteur privé. Ces maladies sont des obstacles au bien-être. Par conséquent, ce n'est pas à ces personnes de s'adapter à la société, mais bien à la société à s'adapter à ces personnes qui présentent des maladies chroniques. Aussi, j'invite les États à poursuivre leurs efforts dans la lutte contre l'exclusion et garantir un accès universel à la santé. Nous avons besoin d'emporter toute la société contre ces maladies. Nous devons aussi lutter contre l'errance diagnostique et tout ce qui nous éloigne de l'approche proposée par la CDPH. À travers ce projet de résolution, je souhaite que les États renforcent les capacités de dépistage et de prévention, allouent des moyens et des crédits suffisants et soient capables de sanctionner les entraves à la dignité, au bien-être et à l'épanouissement individuel des malades.
Je fais aussi le vœu que l'approche de la CDPH diffuse dans toute la société, en particulier le secteur privé. Il n'est pas normal que des individus se voient reprocher leur statut de malade au travail ou ailleurs. C'est une double peine. Je ne suis pas sûre, sauf à évaluer son application, que le droit à l'oubli qui est accordé aux personnes après 10 ans de convalescence soit à la hauteur des espoirs qu'il a suscités. C'est à nous, parlementaires, d'être des acteurs du changement dans nos parlements et je vous invite tous et tous à promouvoir ces principes contenus dans la CDPH, y compris quand ils concernent les malades chroniques et de longue durée. Nous l'avons entendu pendant l'audition en septembre dernier, les maladies chroniques ont subi plus que les autres la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas acceptable. Les services de santé doivent pouvoir répondre à l'imprévu tout en étant attentifs aux évolutions de la société et en révisant toutes les réglementations. J'invite enfin devant vous le Liechtenstein à adhérer à la CDPH afin qu'aucun pays européen ne reste en dehors. Ce cadre est adapté aux besoins exprimés par les personnes qui se heurtent à des obstacles dans leur environnement social et physique immédiat. Je tiens à remercier tout de suite en introduction Madame Fresco-Rolfo qui a travaillé sur ce rapport et qui va vous livrer maintenant son avis par rapport à cette proposition de résolution. Je vous remercie. Oh, Madame Bonner, merci beaucoup pour votre présentation. Le prochain, Madame Beatrice Fresco-Rolfo, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je tiens tout d'abord à féliciter la rapporteure pour la qualité de son rapport qui est très complet et qui apporte un éclairage sur les maladies chroniques et leur impact à long terme. Chers collègues, nous parlons aujourd'hui d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont déjà une bataille difficile à livrer, celle contre la maladie. Ils doivent pouvoir trouver soutien et protection dans les sociétés auxquelles ils appartiennent et ne pas avoir à subir une double peine avec une possible marginalisation. Le sujet de la discrimination était au cœur du dépôt de cette proposition de résolution et c'est bien pour enrichir le rapport en ce sens que la Commission sur l'égalité et la non-discrimination a présenté 8 amendements qui ont trouvé un écho favorable auprès des membres de la Commission sociale et de la rapporteure. Au moyen de cet avis, j'ai souhaité apporter quelques informations supplémentaires sur les obstacles que devront surmonter les malades pendant et après leur traitement médical. Imaginez la difficulté pour trouver un emploi. Comment expliquer l'absence d'activité sur un curriculum vitae? Exposer sa maladie peut-il être perçu comme une faiblesse? Ne rien dire, un aveu de culpabilité. J'ai bien dit culpabilité, coupable d'avoir été malade. Tel est le sentiment de ces personnes en souffrance. Imaginez la difficulté rencontrée par les malades lors d'un retour au travail après un congé maladie. L'aménagement du poste de travail est-il possible? Des horaires adaptés peuvent-ils être négociés? L'employeur peut-il comprendre et accepter que tout ne soit pas comme avant? Or, il a été confirmé par Madame Lise Egan de l'organisation Macmillan Cancer Support, le fait de continuer à travailler apporte un sentiment de normalité, une motivation dans la vie et une source de revenus. Sachez qu'une personne sur 5 ayant repris le travail subit une certaine forme de discrimination. Venons-en à un autre sujet crucial lorsque l'on parle de discrimination. Chacun de nous connaît une personne qui a eu des difficultés pour obtenir un emprunt bancaire ou une assurance au motif de sa maladie. Comment lui refuser de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir des projets pour elle, pour lui, pour sa famille? Le droit à l'oubli en matière d'assurance a été introduit par 4 pays. La France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. C'est une notion récente qui permet de ne pas avoir à déclarer une maladie guérie depuis quelques années, même si le nombre de maladies offrant cette possibilité reste limité. Nous devons encourager l'application du droit à l'oubli dans nos pays membres afin de donner à tous la possibilité de réaliser leurs rêves. Prenons conscience que là où la maladie prend toute la place, le développement personnel et professionnel est freiné. Les législatrices et les législateurs ne devraient plus attendre pour se saisir de cette question. Le rayonnement d'un pays passe par la façon dont il traite les plus fragiles. C'est pourquoi, chers collègues, je vous engage à voter favorablement pour ce rapport.
Merci beaucoup, Madame Fresco-Rolfo. And now we will move to... Nous passons maintenant au débat. Et maintenant, nous allons entendre un représentant de l'Europe nordique, Monsieur Gunnarsson de l'Islande, qui représente la gauche unitaire européenne. Je vous en prie. J'aimerais remercier Madame Martine Vonner pour un rapport qui vient vraiment en temps voulu sur une question importante. L'égalité de l'accès aux soins de santé est un droit humain. Nos sociétés doivent faire tout leur possible pour s'assurer que ce droit est respecté. La discrimination sous toutes ses formes, y compris dans l'accès à la santé ou l'accès aux différents moyens qu'offre la société, doit être abolie. La discrimination contre des personnes qui ont des maladies chroniques est une présupposition d'une société. Il en va de la société elle-même qu'elle y mette un terme. En tant que pédiatre, je lutte contre toute discrimination vis-à-vis de mes patients et ce jour après jour. L'accès aux soins de santé sur la base d'une couverture de tous est essentiel. Un accès universel est indispensable. Il s'agit de la prise en charge et du comment de la prise en charge. Comment, en tant que société, nous voulons financer cette couverture. La santé en tant que droit fondamental enlève un obstacle mis en place par la société. La culture de la discrimination doit être confrontée car elle frappe les plus faibles, les plus vulnérables. Et à un moment de nos vies où toutes et tous nous sommes les plus vulnérables. Il faut donc un effort concerté de l'ensemble de la société pour corriger le tir. Il faut lutter contre ces politiques discriminatoires. Être malade, ce n'est pas un choix personnel et la société ne devrait pas se permettre de faire se sentir coupables celles et ceux qui sont malades. Il est particulièrement important des temps de pandémie où des millions de personnes souffrent d'une maladie chronique et souffrent en parallèle des conséquences de la pandémie, de les laisser en marge. Il y a un accès moindre d'une partie de nos populations aux soins de santé. Ils ne sont pourtant pas des personnes moindres de nos sociétés et donc cet accès moindre doit cesser. Il y a un tissu de nos sociétés qui doit inclure ces personnes avec l'accès à la santé, mais aussi la participation aux services, aux assurances, en particulier pour les personnes qui n'ont pas pu cumuler des trimestres parce qu'elles n'ont pas pu travailler suffisamment ou même pas du tout. Il faut renforcer aussi les syndicats, les contrats de travail dans tous les pans de la société. Nous devons nous assurer que toute personne qui tombe malade de manière temporaire ou à long terme jouissent tout de même de leurs allocations ou couvertures, même s'ils ne font plus partie de la main-d'œuvre active à ce moment-là. C'est à l'ensemble de nos sociétés d'accepter que toute discrimination est inacceptable, que c'est une violation, une atteinte à nos droits de l'homme fondamentaux. Jamais nos sociétés ne seront parfaites, que ce soit au niveau individuel ni au niveau collectif, mais nous devons encourager la diversité, le fait que tous nous sommes différents, que tous nous devons être inclus, que tous nous avons le droit au bonheur, à l'harmonie dans la société sur la base de nos forces et de nos faiblesses. Nous sommes toutes et tous membres de la société. Merci. Le prochain est le groupe EPP et Madame Laurence Transtour-Isnat de France, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe PPE, de féliciter notre collègue rapporteure, Madame Martine Vonner, pour son excellent rapport, et de remercier également Madame la rapporteure pour avis, Béatrice Fresco-Rolfo, pour ses ajouts très pertinents. La discrimination à l'égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée est un problème grave et préoccupant, inacceptable au XXIe siècle. Ces maladies touchent un tiers de la population et provoquent une morbidité en hausse en raison du vieillissement de notre continent. S'additionnent à ce premier paramètre les effets de la pauvreté, de la pollution et du réchauffement climatique. Par ailleurs, les effets qui affectent durablement les personnes qui en souffrent, ces maladies nuisent à une pleine jouissance de tous ces droits humains et de la liberté fondamentale. La réponse à y apporter doit être globale. Comment accepter que ces maladies soient parfois mal connues des professionnels de santé? Comment accepter, par exemple, que certaines femmes atteintes de l'endométriose, maladie dont souffre une femme sur 10 et qui limite 80% d'entre elles dans leurs tâches quotidiennes, recourent à des stratégies pour cacher leur maladie
dans leur travail. Comment tolérer l'errance du diagnostic qui fait perdre des chances de traitement, voire même de guérison pour tant de patients? Cette situation nous oblige collectivement. Il faut mettre un terme à la double peine que constitue la maladie et les obstacles financiers et sociaux qui en suivent. Il faut autoriser dans le cas d'un emprunt, par exemple, à ne pas mentionner la pathologie. Chacun doit pouvoir vivre en se construisant un avenir et en se protégeant, sans qu'on lui rappelle constamment qu'il est malade. Je crois que notre Assemblée a raison de se saisir de ce sujet. La réponse sera collective, en assurant des campagnes de sensibilisation de grande ampleur sur les maladies chroniques et les maladies de longue durée, en fournissant des informations visibles et accessibles auprès de tous. Le droit à la vie n'est pas un simple principe, c'est une réalité qui doit prendre corps dans nos politiques de santé, afin d'assurer à tous une pleine jouissance des droits. J'ai la conviction que le Conseil de l'Europe peut agir avec l'ensemble des membres des États membres. Je forme donc le vœu que nous agissions pour inciter nos gouvernants à coopérer davantage dans la lutte contre les maladies chroniques et de longue durée, mais également face à la discrimination dont ces personnes atteintes font l'objet. Cette discrimination, c'est le triomphe d'une injustice qui ne dit pas son nom. La victoire, c'est d'œuvrer ensemble afin de rétablir une égalité entre l'ensemble de ces malades. L'intervenant suivant est russe. Il s'agit de Monsieur Alexander Bashkin. Vous avez la parole. Monsieur le Président, chers collègues, ayant une instruction médicale et après travailler 4 ans dans un hôpital psychiatrique, je comprends très bien le sujet examiné par notre collègue Vonner aujourd'hui. Même si l'ableism, le capacitisme, est un terme assez neuf, les personnes souffrant de maladies chroniques ont toujours été défavorisées par la société. Ces personnes ont éprouvé des difficultés à créer une famille, à élever des enfants, ont éprouvé des difficultés dans la vie quotidienne, notamment pour bénéficier des infrastructures sociales, et ont été confrontées à davantage d'obstacles pour trouver un travail et exercer une activité professionnelle. La civilisation humaine a parcouru un long chemin pour éradiquer ce phénomène effroyable. Tout a commencé par l'élimination massive du champ juridique des États, des règles qui limitaient les droits et les possibilités sociales des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée. Jusqu'aux années 70 de notre siècle dernier, ce phénomène existait effectivement dans différents pays d'Europe. L'étape suivante était de développer des infrastructures adaptées à la vie des personnes atteintes de maladies chroniques et de handicap. Mais l'étape la plus difficile a été de créer un climat de patience, de tolérance et de sensibilité par rapport à ces personnes au sein de la société. Ce processus est le plus complexe et se poursuit encore dans la majorité des pays aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'aimerais souligner tout particulièrement la pertinence du paragraphe 6.4 du projet de résolution, qui appelle à organiser conjointement avec la société civile des campagnes efficaces et fondées sur des données factuelles de sensibilisation de la population aux maladies chroniques et de longue durée. Les causes du capacitisme sont liées à une perception négative de tout écart par rapport à la norme au sein de la société. Les discriminations s'expliquent par des stéréotypes qu'ont une grande partie des gens. Et malheureusement, ces stéréotypes sont la pire maladie chronique et de longue durée de la société. Nous éprouvons énormément de difficultés à éliminer les stéréotypes dans tous les domaines de la vie, dans la science ou en politique, en ce qui concerne l'éducation des enfants ou dans nos rapports avec autrui, notamment avec les personnes qui sont différentes de nous. Même si le contenu du rapport s'adresse avant tout aux personnes qui souffrent de maladies chroniques somatiques, j'aimerais tout de même dire quelques mots des personnes atteintes de maladies psychiatriques. Notre débat les concerne encore davantage aujourd'hui. La plupart des maladies psychiatriques, à l'exception de quelques types de psychoses ou de psychopathie exogène, sont chroniques. Par ailleurs, très souvent, les patients souffrant de ces maladies sont confrontés à des restrictions supplémentaires, avant tout à leur liberté. Par conséquent, je considère que cette catégorie de personnes doit être prise en compte de façon toute particulière dans les textes du rapport et dans notre débat aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais
déplorer que ce sujet brûlant se tienne en fin de journée, à la fin de notre session. Ce sujet aurait dû être examiné en premier lieu. J'aimerais remercier Madame Martine Vonner de son examen précis et objectif de ce sujet sensible et difficile. Je vous propose de soutenir ce rapport. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Bashkin, de votre intervention. Les tristes, France, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci pour ce débat sur les discriminations, hélas bien réelles et douloureuses pour les intéressés, à l'encontre de personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée. Ces affections, le plus souvent lourdes et invalidantes, concernent au moins un tiers de la population vivant en Europe, soit plusieurs dizaines de millions de nos concitoyens. Comme le démontre admirablement le rapport de notre collègue Martine Vonner, que je félicite pour la qualité de son travail, les maladies chroniques et de longue durée sont d'une grande variété. Toutes, qu'il s'agisse de cancer, de la maladie de Crohn, de la maladie de Charcot, de la sclérose en plaques, du diabète ou de la borréliose de Lyme, pour ne prendre que ces exemples, engendrent des troubles physiques handicapants au quotidien. Aux symptômes de la maladie s'ajoutent bien souvent d'autres conséquences très négatives pour les personnes qui en sont victimes, lesquelles impactent leur vie sociale et professionnelle, voire très directement leurs revenus et moyens de subsistance. Cette double peine, que souligne très justement notre rapporteur, est hélas fréquente et place ces malades dans une situation discriminatoire, voire les stigmatise. Je ne prendrai pour ma part que l'exemple des victimes de la borréliose de Lyme, que je connais bien pour être rapporteur de la mission d'information à l'Assemblée nationale concernant le parcours de soins de ces patients. En fait, il faudrait dire le parcours du combattant. C'est une zoonose qui est pourtant courante en Europe. Elle a près de 850 000 nouveaux cas par an dans la seule Union européenne. Cette maladie demeure trop souvent mal identifiée, plaçant les personnes atteintes dans une situation que le rapport qualifie opportunément d'errance diagnostique, ce qui se traduit parfois ultérieurement par des complications significatives. Beaucoup de patients se sentent démunis et ignorés face à cette affection dont le coût de prise en charge est conséquent. À l'errance diagnostique se rajoute la détresse du patient. Le cas des malades de la borréliose de Lyme ne fait malheureusement pas figure d'exception. Il en va de même pour les victimes de cancer, de diabète, de maladies inflammatoires chroniques intestinales ou de troubles psychiatriques chroniques. La liste est malheureusement pas exhaustive. Certes, des avancées ont été enregistrées dans plusieurs pays pour la prise en charge médicale et sociale de ces populations. Le droit à l'oubli pour les patients en rémission constitue également un acquis précieux pour leur permettre de bâtir des projets à l'instar de leurs compatriotes non malades. Il faut néanmoins faire plus, comme la résolution soumise à notre vote qui invite les États membres du Conseil de l'Europe. Pour ce qui me concerne, je souscris intégralement aux pistes proposées par Martine Vonner. Il importe effectivement de renforcer les capacités de dépistage et de prévention, de développer l'offre de soins et de services destinés à ces malades, de mieux garantir les droits des intéressés, de mener des campagnes de sensibilisation et d'avoir une approche globale qui ne mette pas de côté leur famille. Une ratification de la Charte sociale européenne par l'Union européenne paraît en plus souhaitable à terme. Chers collègues, vous l'aurez compris, je soutiens le projet de résolution en discussion et je le voterai sans réserve. Merci. Le prochain, Monsieur Alain Milon, France. Merci. Le travail de notre rapporteur Martine Vonner permet de mettre en lumière un problème majeur en Europe. Les maladies chroniques et de longue durée altèrent la vie d'au moins un tiers de la population européenne, ça a déjà été dit. S'il n'existe pas de consensus sur une définition unique des maladies chroniques et de longue durée, elles ont toutes pour conséquence de limiter la pleine jouissance de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales. Ceci est généralement lié aux traitements, qui peuvent être lourds, et aux discriminations dont peuvent souffrir les personnes atteintes de ces maladies. C'est le cas notamment du cancer ou des maladies psychiatriques qui bouleversent à jamais la vie des malades et de leurs familles, et ce, malgré des rémissions ou des guérisons. Pour répondre au mieux aux besoins des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée, les politiques publiques doivent, d'une part, se concentrer sur l'aspect santé. Ceci implique un effort de recherche pour développer des moyens de traitement et de diagnostic, puis un effort pour mise à disposition des malades des traitements adéquats et permettre la réalisation de diagnostics. Le dépistage est souvent primordial pour ces maladies. Plus le diagnostic sera réalisé tôt, plus les traitements et les solutions thérapeutiques permettront, on le sent bien, de soulager ou de guérir. Ceci nécessite des moyens financiers considérables. Malheureusement, tous les États
ne disposent pas des mêmes ressources, d'où des différences importantes dans la prise en charge des patients. Le programme santé de l'Union européenne a été doté d'un budget de 5,1 milliards d'euros et la Commission européenne a annoncé un vaste plan de lutte contre le cancer. Je souhaite que ces fonds puissent servir à aider les malades issus des États où le système de santé est le moins protecteur. D'autre part, les politiques publiques doivent aussi faciliter l'intégration des malades, ça a été dit. Tous les États membres de notre organisation, sauf le Liechtenstein, ont signé la Convention nationale des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées qui couvre les malades atteints de maladies chroniques et de longue durée. Les États sont donc tenus de mettre en place des politiques pour lutter contre la discrimination et favoriser l'égalité des chances. Cela passe par l'accès à l'emploi, l'accessibilité des lieux publics, mais aussi par l'éducation qui favorise l'acceptation de l'autre malgré la maladie. La résolution qui nous est proposée souligne à juste titre que les parlements nationaux ont un rôle important à jouer en la matière et je peux témoigner du rôle qu'a joué en France le Sénat pour imposer au gouvernement et en particulier au ministère du Budget de développer davantage l'accessibilité des bâtiments publics. Enfin, je rappelle à nouveau les États membres qui n'ont pas encore fait, ainsi que l'Union européenne, à ratifier la Charte sociale européenne révisée. Merci. Chers collègues, permettez-moi de vous remercier chaleureusement de ce débat. Je vous ai permis de dépasser quelque peu le délai fixé parce que nous abordons un sujet crucial, la discrimination à l'égard des personnes atteintes de maladies chroniques et de longue durée. Donc, merci beaucoup de ces discussions enrichissantes et instructives. Nous allons à présent passer à la dernière partie de ces discussions. Madame la rapporteure, Madame Vonner, souhaitez-vous ajouter quelque chose? Vous avez 3 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président, et vraiment merci, chers collègues. Vous l'avez compris, ce sujet me tient vraiment tout particulièrement à cœur, car dans ma fonction de psychiatre, je suis confrontée régulièrement à ces personnes concernées par une maladie psychique ou d'autres touchées psychiquement par des maladies qui impactent durement leur vie, comme le cancer. Mais en ce moment, face à la crise sanitaire, nous n'avons jamais constaté autant de personnes en détresse psychique face à la Covid-19 et face à toute cette ambiance tout à fait particulière. Ces maladies chroniques nuisent à la pleine et égale jouissance de tous les droits et de toutes les libertés fondamentales, et je suis profondément attachée à toutes ces libertés, et je souhaitais le rappeler, et je ne peux concevoir que ces personnes atteintes par les maladies puissent cumuler les handicaps sociaux, économiques, médicaux et être stigmatisées. Et je remercie vraiment tous les collègues qui ont pris part à cette discussion et qui ont rappelé ces points fondamentaux. Dans le contexte de cette situation sanitaire bouleversée par la Covid, l'Union européenne doit être en mesure d'étendre ses compétences afin d'appuyer la diffusion de bonnes pratiques, notamment le droit à l'oubli. Seuls 4 des pays qui avaient été interrogés lors de l'enquête ont une loi spécifique établissant ce droit à l'oubli. À titre d'exemple, les malades en rémission de cancer ont pu renouer avec une vie normale en ayant la possibilité d'emprunter de l'argent. Je serais d'avis de proposer ce soir une évaluation de l'exercice de ce droit en Europe pour en mesurer le bénéfice et plus clairement identifier ses limites pour le bien-être des malades et donc de prolonger ce travail si cela était possible. Et vraiment pour conclure, je sais que la tâche est grande car des millions d'individus sont concernés par toutes ces discriminations, à commencer notamment par l'accès aux soins. Et je voulais tout particulièrement rappeler dans le cadre de la crise du Covid que l'accès notamment au traitement précoce doit pouvoir être garanti, ce qui pourra éviter l'apparition partout des Covid longs, donc ces personnes qui ont eu un Covid et qui développent une pathologie chronique. Et véritablement, pour conclure, parce que Angela Merkel était présente parmi nous hier matin et elle a rappelé cette notion de dignité, et or on sait que la stigmatisation des maladies chroniques ont un impact sur la qualité de vie, donc j'aimerais la citer.
Quand il s'agit de dignité humaine, nous ne pouvons pas faire de compromis. Merci.